Quelles sont les pépites dénichées par mes abonnés en ce mois de mai 2026? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Et si vous souhaitez demander votre analyse, rejoignez le canal Telegram. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, on va passer en revue les colonnes de la watchlist avant de détailler les actions. Donc ici, on a le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio free cash flow, les multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Il y a une décote ici, on va aller regarder ça de plus près. Le PEG ratio plutôt pour les valeurs de croissance. Ici, c'est la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis qui prend en compte la dette et les capitaux propres. Ici, c'est le rendement des fonds propres, ça ne prend que les capitaux propres en considération comme capital investi. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le levier en termes de dette nette sur fonds propres, le rendement du dividende quand il y en a un, et le payout ratio de ce dividende qui est à la proportion de free cash flow versé en dividende au-delà de 100%. Vous êtes en difficulté sur le long terme. Avant de préciser, évidemment, cette watchlist est réalisée sur Investing Pro. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez 15% de réduction via le commentaire, via le lien en haut à droite de l'écran. On est parti. Premier dossier, c'est Kazatomprom. Bon, dossier un peu particulier, c'est au Kazakhstan. C'est pas accessible à tout le monde. Je pense que vous devez avoir un broker un peu sérieux, on va dire, pour y avoir accès. À mon avis, Interactive Broker et autorise l'accès à cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une entreprise donc kazakh et c'est l'opérateur national qui se charge d'importer l'uranium, les métaux rares, tout ce qui est nécessaire aux centrales nucléaires du pays. Donc stratégique. Quand on dit stratégique, il y a l'État au capital. État au capital dans ce genre de pays. Attention, un peu risqué quand même. Bon, au-delà de ça, au niveau des métriques, on est sur une market cap de 20 milliards à peu près. 25% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, très solide. 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18 en PE, 18 en price to free cash flow. On va dire que c'est de la croissance à prix raisonnable. Le PEG ratio il est en négatif, dommage. Ça veut dire qu'en fait les analystes attendent à une baisse des bénéfices. Bon, les bénéfices c'est pas très, les bénéfices par action c'est pas très fiable hein, comme critère. Moi je préfère l'EBITDA aussi ou les free cash flow. Donc là, on va pas pouvoir exploiter ce PEG ratio. En tout cas, on voit qu'on est à 19% de rendement des capitaux investis. C'est une très bonne rentabilité. Du cash net au bilan, super. Et pas de dividende de versé, ça c'est dommage. Alors ici, ils mettent qu'il y a un payout ratio qui est supérieur à 0. Donc j'imagine qu'il y a un dividende qui est versé en réalité. La donnée ici n'est pas fiable. Donc il va falloir regarder par ailleurs quel est le niveau du dividende pour ce dossier-là. Donc attention, c'est quand même corrélé à mon avis au cycle des matières premières. Hein. En ce moment, on a un plein boom des matières premières parce que le cycle manufacturier est en train de se reprendre. Donc, on est dans la phase, on va dire, un peu finale du cycle qui a débuté en octobre 2022 où les matières premières commencent à se renchérir. On a aussi, évidemment, le conflit en Iran qui pèse sur le pétrole et aussi globalement d'autres matières premières. Donc, attention, c'est quand même, à mon avis, cyclique ce dossier. Maintenant, les métriques sont intéressantes. C'est pas accessible à tout le monde à mon avis, mais ça vaut le coup d'être étudié. Ensuite, on est sur Brambles. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des Australiens et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la chaîne logistique. Donc ils sont plutôt dans le logiciel, si j'ai bien compris. Ils ont de la connaissance métier aussi dans tout ce qui est supply chain. Donc ils ont on va dire une verticale métier intéressante. Est-ce qu'ils sont attaqués par le narratif intelligence artificielle, puisque s'ils font du logiciel, on peut être disrupté par une app qui est codée rapidement et pour moins cher. Donc attention, il faut voir un peu qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue concurrentiel. Quel est leur avantage concurrentiel? Allez, on regarde les chiffres. Hop, donc c'est coté en Australie. Ici, ils mettent services et fournitures commerciales. Bon, c'est peut-être plus, on va dire, de la prestation intellectuelle plus que du logiciel, mais je pense qu'il y a les deux. On est sur 19 milliards d'euros de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance high single digit, qui est pas mal. 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 APE, 23 en price to free cash flow. C'est voilà, ça devient un peu cher. Au-delà de 12, hein, moi c'est mon multiple. 12, c'est mon niveau de valorisation raisonnable pour une boîte qui a la croissance suffisante et de la rentabilité suffisante. Ici, on est à 16% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt pas mal comme rentabilité. Donc ça commence à être un petit peu cher, voilà. Enfin un petit peu cher. Pour un radin comme moi, hein. Moi je suis un investisseur value, donc c'est des niveaux sur lesquels j'interviendrai pas, mais après ça dépend de son profil. On est sur 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, 80% des fonds propres, la dette est maîtrisée, 2,8% de rendement du dividende, 57% des free cash flow. Ce dividende est sécurisé. Voilà, c'est un dossier, à mon avis, ils ont quand même un avantage concurrentiel. Ça crée de la valeur à long terme, ce genre de dossier. Maintenant, il n'y a pas une décote oufissime. Voilà, ça peut se mettre en portefeuille dessus et tranquillement, vous allez faire la croissance des bénéfices à long terme. Donc pourquoi pas.
Voltaire Kluwer. Alors ça, c'était une boîte qui était intouchable d'un point de vue multiple. Et puis arrivé donc tout ce qui est AI, hein, donc ce qu'on appelait le SaaSpocalypse, donc c'est-à-dire la destruction des boîtes de SaaS, de logiciels as a service, parce que eux, ils font du logiciel. Ils ont aussi ils ont aussi une exclusivité sur la distribution d'articles scientifiques. Hein, donc on est ici là sur le site de Voltaire Kluwer. Et en fait, bon voilà, ils se rebrandent un peu en expert IA machin truc, mais en fait ils se sont fait un peu disrupter. C'est un peu le problème. C'est pour ça aussi que la valorisation a complètement baissé. Mais donc ils font du logiciel, ils ont de la data propriétaire, on va dire. Il faut aller creuser en détail quel est leur avantage concurrentiel d'un point de vue logiciel, comment est-ce qu'ils vont résister à l'intelligence artificielle. En tout cas, ils sont vus comme des losers de l'intelligence artificielle par le marché, puisque le multiple s'est complètement écrasé sur ce dossier. Regardons cela. On est sur 15 milliards d'euros de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, c'est plus une très forte croissance. On est plus qu'à 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA. De mémoire, on était il y a un an ou plus, en 18 mois peut-être, au double du multiple. Bah là, ça s'est bien tassé. La rentabilité reste bonne. On est sur 21% de rendement des capitaux investis, donc c'est une boîte qui est quand même très rentable. Et on est sur un rendement sur fonds propres qui a 111%, donc ça, et 506% de dette nette sur fonds propres. Ces deux éléments me font penser, et c'est très visible, qu'en fait, ils rachètent leurs fonds propres, et donc ils rachètent des actions pour les annuler, pour augmenter le rendement de l'actionnaire, ce qui fait qu'on a des chiffres délirants comme ça. Donc c'est pour ça que quand même c'est plus fiable de regarder le rendement des capitaux investis et de regarder le levier en termes de dette nette sur EBITDA. On est quand même à 2, ce qui est un peu, bon c'est correct, hein, c'est pas trop élevé comme niveau. Il y a une bonne décote maintenant. Hein. On est à 3,8% de rendement du dividende et 41% du free cash flow. Ce dividende peut augmenter. Donc la question c'est, est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel qui fera qu'ils arriveront à résister à l'intelligence artificielle? Peut-être. S'ils y arrivent, donc ce multiple n'est pas trop dangereux. S'ils se font disrupter, on est encore un peu trop cher, à mon avis. Ce n'est évidemment que mon avis. Umicore, c'est une boîte qui opère dans la chimie. Attention à la chimie. C'est un secteur qui est en difficulté en Europe, surtout à cause du coût de l'énergie, et puis maintenant le prix du pétrole qui a explosé, donc c'est dans les intrants de cette industrie. Donc Umicore, à mon avis, en souffre un peu. Hein. Donc c'est une boîte cyclique. Attention, les boîtes cycliques, est-ce qu'on a un bas de cycle sur la chimie? Moi, en fait, ça se trouve, on n'a pas vu le bas de cycle encore, hein. C'est le problème. Hein. Donc on est sur 4 milliards d'euros de market cap, on est décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, on est sur 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 11 en PE, 10 en price to free cash flow. Bon, c'est quand même value hein, au niveau de la valorisation. Donc là, la question est, est-ce qu'ils vont réussir à résister encore en ce bas de cycle? Là, les multiples qu'on voit comme ça, 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça marche, mais il faut normaliser en fait plutôt sur un cycle complet. Est-ce qu'on est vraiment à ce niveau-là? Est-ce que derrière, on va avoir une chute de l'EBITDA et en fait, le multiple passé était en réalité beaucoup trop élevé? Voilà, c'est la question. Donc il faut creuser ça. Voilà, chimie, moi je pense que c'est compliqué, hein. Il vaut mieux en être un écart pour l'instant. Hein. En tout cas, ils ont une rentabilité qui est très bonne, hein. 14% de rendement des capitaux investis, alors que c'est une boîte intensive en capital. Je trouve que c'est quand même solide. On est à une fois les bidas en dette nette, 57% des fonds propres, 2% de rendement du dividende, 14% des free cash flow. Ce dividende est sécurisé. Voilà, c'est très cyclique. C'est pas pour tout le monde. À ce niveau-là, c'est quand même pas très cher. Donc, voilà, à vos risques et périls, mais ça peut se regarder. Hein. Global Ship Lease. On est dans le transport maritime. Je sais plus si j'ai mis le site. On va regarder. Hop, Global Ship Lease. On est là. Donc transport maritime, fret maritime. On en a parlé un petit peu hein, de ce boom du fret maritime quand on regardait Ogoto Liners, Wallenius Wilhelmsen, etc. Il y a aussi D'Amico International Shipping. Il y a aussi Performance Shipping. Il y en a plein qui ont bénéficié du haut de cycle 2022-2024. Derrière ça, c'est un peu tassé. Et maintenant, on repart sur un haut de cycle, évidemment, avec la disruption de l'Iran, n'importe quoi, mais avec la disruption en cours dans le détroit d'Ormuz, eh bien, le prix du fret va repartir à la hausse. Et donc, ça devrait profiter à ces acteurs-là. Donc, Global Ship Lease, ce sont des Grecs, hein, si je me souviens bien, alors qu'ils sont cotés au Nasdaq. Ou en tout cas, ils sont cotés pardon, pas au Nasdaq, ils sont cotés au New York Stock Exchange, voilà, ça, aux États-Unis. 1,2 milliard de market cap, 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est solide et cyclique. Attention, on est à 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 4 en PE, 4 en price to free cash flow. Le marché ne croit pas à une durée du cycle, mais le marché peut se tromper. Hein. On est sur des multiples qui sont très bas. Vous avez une marge de sécurité sur les actifs tangibles, 20% de décote. De quoi ils sont constitués ces actifs tangibles? Eh ben, ce sont les navires de l'entreprise. Donc on peut aller vérifier. En fait, vous prenez le bilan de la boîte, vous regardez le détail des navires qui sont possédés, combien ça vaudrait sur le marché, et là vous avez en fait une réalité en mark-to-market de la valeur des actifs tangibles. Donc là vous avez des cotes substantielles. Hein. Après le marché évidemment n'aime pas parce que c'est cyclique, mais à ce moment ça vaut rien. 15% de rendement des capitaux investis, donc on est sur une rentabilité qui est bonne, hein, en haut de cycle, alors que c'est un métier qui est intensif en capital.
C'est très bien. 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, dette maîtrisée, même si le cycle se retourne, à mon avis, on fera pas faillite avec ce bilan-là. 12% des fonds propres, c'est maîtrisé. 6% de rendement du dividende, 24% des free cash flow. Pour l'instant, le dividende est sécurisé. Global chip list, intéressant à ce niveau. Maintenant, c'est cyclique. C'est pas pour tout le monde, c'est quand même sportif comme dossier. Mais là, je pense que les multiples sont quand même intéressants. Donc, c'est un dossier à aller creuser. Ensuite, on est sur Alphamine Resources. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte qui est à l'île Maurice et qui est cotée au TSX. Donc, c'est à Toronto, au Canada. Donc, attention, hein, c'est un peu shady, hein, ce genre de truc là. Voilà, il faut regarder bien le respect quand même des réglementations. Enfin, quelles sont leurs obligations de communication, etc. Comment ils sont régulés? Parce que TSX Venture Exchange, ça c'est des bourses un peu light. C'est un peu comme Alternext en termes de communication. Donc ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent des mines de thym, il me semble. Donc c'est, on va dire, très matière première, très cyclique, hein, cette boîte-là. Hop, on est sur 1 milliard de market cap, 27% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, c'est un haut de cycle, on va dire, ils sont en plein boom d'exploitation de matières premières. 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 7 en PE, 5 en price to cash flow, donc ça vaut rien. Parce que c'est cyclique, donc le marché ne croit pas à une durabilité du cycle. Bon, mais c'est pas cher, hein, en tout cas. On est sur 54% de rendement des capitaux investis, c'est colossal. Comment c'est obtenu, ça m'intrigue. Parce que sur ce genre d'industrie, intensive en capital, soit ils ont une façon de ne pas avoir d'actifs, ils ont un BFR ultra négatif, soit ils ont des marges colossales, mais dans un marché mondial des matières premières, comment est-ce qu'on peut avoir des marges énormes? Ça me questionne. Donc ça c'est très intéressant à aller creuser. Cette rentabilité. Du cash net au bilan, donc ça c'est bien, la boîte est solide, 18% de rendement des capitaux investis, de rendement du dividende, 55% des free cash flow, hyper intéressant. Voilà, maintenant ça c'est beau, il faut aller voir la vérité de ce truc là parce que en termes de régulation, ce marché là est un peu light, donc faut regarder, mais en tout cas les métriques sont très intéressantes. Elior Group, bon vous devez connaître, hein, on est dans la restauration collective, donc c'est un mini Sodexo. 669 millions d'euros de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même de la croissance, hein, c'est intéressant. Il faut savoir qu'il y a de la famille de Richebourg qui a pris une participation dans Elior pour aider à la redresser, et je pense qu'ils y arrivent. Hein. On est à 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE, 3 en price to free cash flow. Ça vaut pas grand chose. Donc c'est value. 7% de rendement des capitaux investis, c'est encore un peu faiblard. Hein. C'est une boîte de service, il n'y a pas d'actifs normalement. Donc on devrait être plus rentable que ça. Maintenant les marges sont très faibles et les marges du rendement des capitaux investis sont au numérateur. Enfin, les marges sont au numérateur de ce ratio-là. Donc ça me dit que les marges sont plutôt faibles. C'est un peu dommage. Toutefois, en rendement des fonds propres, on a 11%, mais c'est obtenu avec une dette colossale quand même. Hein. 3,3 fois les EBITDA en dette nette, très endetté, 134% des fonds propres. Ouais, c'est un peu dangereux. C'est pour ça que c'est pas très cher. Bon, il faut qu'ils arrivent à se désendetter. 1,5% de rendement du dividende, c'est pas intéressant de verser un dividende à mon avis quand on est aussi endetté, mais je pense qu'ils vont le couper ou l'ont déjà coupé. Donc Elior, c'est plutôt une boîte, on va dire un style retournement. Donc le style retournement, c'est quand même dangereux à cause de la dette. Voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est compliqué. Il faut suivre au cordeau ce genre de boîte. Il faut regarder trimestre après trimestre comment évolue la dette. Là, on est sur une phase de hausse des taux d'intérêt. Peut-être que ça va les pénaliser, donc pas pour tout le monde, Elior Group. ABC Arbitrage, on en parle souvent sur la chaîne, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'arbitrage financier, donc ils font des stratégies d'arbitrage non, du coup, par définition directionnelle, ce qui leur permet d'être market neutral et de gagner de l'argent quand la volatilité est élevée. On est sur 319 millions d'euros de market cap. Il faut regarder le PER, vu que c'est une boîte financière, on a 13 en PER, bon, ça revient un peu en milieu de fourchette. C'était décoté hein, il y a quelques temps. Maintenant, on revient sur un niveau de 13. Bon, ça commence, on va dire un maximum pour ABC Arbitrage, ça va être 15 parce que c'est quand même cyclique. Hein, ça dépend de la volatilité. Rendement des fonds propres, 15%. Ça, c'est un indicateur qui suit chez eux. 15%, c'est très bien. C'est obtenu sans levier en plus, hein, puisqu'ils ont aucune dette, ils font pas de levier. Cette trésorerie nette est hyper abondante, mais c'est leur outil de travail, c'est l'argent qu'ils déploient sur les marchés pour gagner de l'argent avec des stratégies d'arbitrage. On est à 6,3% de rendement du dividende, 89% des free cash flow versés, mais c'est pas intéressant de regarder en termes de free cash flow. Il faut regarder un résultat net, et classiquement, c'est 80% pour ABC Arbitrage. Ce dividende est sécurisé. Même les années où ils ont des résultats insatisfaisants, ils piochent un peu dans la trésorerie pour verser le dividende. Donc c'est pas mal. Le cours a baissé à un moment, parce qu'ils sont repassés sur un dividende semestriel. Ouais, ils faisaient du trimestriel pour être un peu, je sais pas, pour attirer une clientèle un peu dividende. Je pense que c'était pas forcément une très bonne idée. Repasser en semestriel, c'est pas mauvais, ça leur permet de gérer mieux leur trésorerie. Donc là, les métriques, elles sont bonnes hein, pour ABC Arbitrage. En plus, on a eu une disruption du marché, enfin une hausse de la volatilité sur le marché au premier semestre 2026. Ça continue. Donc, à mon avis, ils vont en profiter. Donc, moi, je pense qu'il faut conserver ces ABC Arbitrage si on en a. Est-ce que c'est un niveau intéressant d'intervention? Peut-être qu'il faudrait attendre de passer en dessous de 10 en PER. Là, on est peut-être un peu survalorisé actuellement. Mais la qualité de la boîte est toujours très bien en fait. Hein.
Après, c'est cyclique, évidemment. Ensuite, on est sur Redelphi SPA. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une entreprise qui, qui développe des infrastructures soutenables, enfin en gros de l'énergie renouvelable. Attention, ce marché c'est quand même dépendant, il faut voir si c'est leur cas, hein, mais des subventions. Mais là par contre qui font du data center, et ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment un segment de marché qui est en plein boost et qui s'autofinance à mon avis, sans besoin de subvention. Donc à voir comment ils sont structurés, mais ça a l'air intéressant. Hop, on est en Italie, c'est une boîte qui fait 126 millions d'euros de market cap. Donc ici ils mettent service informatique. Est-ce que c'est le bon label? Je suis pas sûr. Là, j'ai l'impression que c'est la bonne boîte. Hein. Redelphi, hop, c'est ça. Bon. Alors, on est sur une boîte qui est cotée depuis moins de 5 ans. Donc, il n'y a pas la croissance du chiffre d'affaires, mais ça, c'est le genre de boîte qui croît assez vite, hein, puisqu'elles sont petites. 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 en PE, free cash flow négatif. Bon, comme ils sont en phase d'investissement, à mon avis, c'est pas très grave. On a 15% de rendement du capital investi, ça c'est bien. Bonne rentabilité opérationnelle. 1,6 fois l'EBITDA en dette nette, 79% des fonds propres. La dette est maîtrisée. Pour une petite boîte, c'est peut-être un peu élevé. À voir comment c'est structuré. Bon, ils versent pas de dividendes, c'est normal, c'est une boîte de croissance. Voilà. Pourquoi pas? Pour jouer les data centers et la thématique IA, je pense que ça se regarde. Hein. C'est intéressant. Et enfin, on est sur Fasfi Biometria SA. Donc c'est une boîte espagnole. Est-ce que j'ai le site? J'ai pas le site. Donc on a dit Fasfi. Hop. C'est une boîte qui fait de la biométrie, j'imagine qu'ils sont experts en vérification biométrique. Donc ça c'est plutôt les boîtes qui vont travailler avec tout ce qui est banque, etc., hein, qui permet d'identifier les clients via les données biométriques. Donc ils scannent votre iris pour déterminer si c'est bien vous qui fait la transaction via Internet. Voilà, ils ont plusieurs débouchés. C'est un petit marché de niche qui est intéressant et ça va être de plus en plus nécessaire hein, d'avoir ce genre de boîte, ce genre de service, parce que donc le monde est de plus en plus digital, mais on a aussi l'intelligence artificielle. À voir si on peut un peu triquer les intelligences artificielles avec des vidéos en fait. Hein. Ça a déjà été montré hein, qu'on peut y arriver, donc il faut voir comment ils font face à ça. Mais je pense que c'est intéressant hein, pour surfer sur la digitalisation du monde. C'est une boîte espagnole. On est sur 59 millions d'euros de market cap. Attention, c'est une nanocap. Donc il faut voir hein, comment est organisée la gouvernance hein, sur ce genre de petites boîtes, parce que souvent, en tout cas sur les nanocaps françaises, on peut avoir des conventions réglementées, c'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire, qui est souvent la famille, s'en met dans la poche au détriment des actionnaires minoritaires. Donc ça, il faut bien regarder comment ça s'est structuré. 30% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On fait pas d'EBITDA, enfin on fait une perte en EBITDA opérationnel, on fait une perte en résultat net. Par contre, les free cash flow sont positifs. Intéressant, comment c'est obtenu ça? Peut-être qu'ils ont eu une grosse avance client, donc un gros BFR qui les a aidés. Donc ça, c'est le type de boîte qu'on peut pas regarder avec des multiples. Il faut faire un DCF. Voilà. Donc si vous faites un DCF, par exemple, vous pouvez vous abonner à Fiscal AI. Vous avez le lien en commentaire avec un coupon de 15% de réduction si vous souhaitez vous y abonner. Dedans, il y a une section modeling et vous pouvez faire votre tableau d'actualisation de flux de trésorerie. Parce que ce genre de boîte, en fait, c'est une croissance qui est très forte. Derrière, nécessairement, s'ils sont bons, ils ont une expansion de marge, donc la rentabilité augmente. Et après, il faut voir quel est leur besoin de réinvestissement pour essayer de déterminer la croissance des free cash flow. Et après, on peut actualiser ça avec un taux d'actualisation qui fait sens pour ce genre de boîte. Et que c'est une petite boîte, il faut un taux d'actualisation qui est assez sévère. Hein. À mon avis, 10% à mon avis, minimum. Il y a du cash net, alors c'est intriguant ici, la dette nette sur fonds propres est positive alors qu'il y a du cash net, mais c'est parce que ici c'est négatif, parce que les EBITDA est négatif, pardon. Donc, il y a un petit peu de dette, voilà, attention quand même. C'est un petit acteur qui a un petit peu de dette, faut voir comment, pareil, cette dette est structurée et s'ils arriveront à y faire face. Un peu dangereux, voilà, ça c'est pas pour tout le monde, hein. C'est de la croissance un peu spéculative. J'espère que cette analyse vous intéresse, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.